Ce podcast a été produit par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Et un de plus, en adoptant le 30 mars dernier un projet de loi légalisant la marijuana à usage récréatif, l'État de New York devient le 15e État américain à autoriser de fait le cannabis. Mieux, la loi prévoit d'effacer automatiquement les dossiers judiciaires des personnes ayant déjà été condamnées pour des délits liés à la marijuana. Et comme à chaque nouvelle de ce genre, on voit refleurir ici, de notre côté de l'Atlantique, la sempiternelle interrogation. Est-ce qu'on passera nous aussi un jour le pont ? Alors, il est permis d'en douter vivement si on en croit les dernières sorties sur le sujet de l'inénarrable Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui dit et répète que la drogue, quelle qu'elle soit, c'est de la merde. Bon, on pourrait objecter qu'abuser de sa position d'élu pour obtenir des faveurs sexuelles, c'est encore plus de la merde, mais ça n'est pas le sujet. À chaque fois que nous revient le débat sur la légalisation, un angle mort persiste. Rarement, on s'interroge sur ses conséquences pour une partie de la population qui est pourtant parmi les plus concernés, à savoir les dealers, celles et ceux qui revendent illégalement évidemment du cannabis sous toutes ses formes et qui en vivent. En janvier 2019, dans ce podcast, Olivia Muller s'était posé la question et avait décidé d'aller voir directement ce qu'ils en pensaient. À l'époque, c'était le Canada qui venait de se lancer dans la voie de la légalisation. Bon, comme ça n'a pas beaucoup changé chez nous depuis 2 ans, on a eu envie de vous faire réentendre son reportage. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Faut-il légaliser le cannabis ? Alors que le Canada vient de sauter le pas, en France, on s'interroge encore. Idée fumeuse ou pas, le débat en tout cas est chaud et il passionne. Alors nous, on s'est demandé ce qu'en pensaient les premiers concernés, les dealers, qui eux vivent et parfois survivent grâce au trafic. Est-ce qu'ils redoutent la légalisation ? Quel impact pourrait-elle avoir sur l'économie et sur leur vie ? Quel regard porte-t-il sur la drogue et sur les débats politiques qui l'entourent ? En clair, avec eux, on s'est demandé quels étaient les enjeux concrets et quotidiens soulevés par la légalisation du cannabis. Alors on les a rencontrés, ces fameux dealers. Dans certains quartiers, en bas des bars, on est allé voir. Résultat, on a réalisé 3 portraits, 3 interviews de trafiquants ou ex-trafiquants. Ils ont des regards et des parcours différents. Ils s'appellent Ahmed, Yazid et Mr Cooper. Ils habitent à Tremblay dans le 93 et à Paris, 19e et 20e arrondissement. Ils ont 25 et 26 ans et avec eux on a voulu se projeter, analyser l'impact qu'aurait la légalisation du cannabis sur le marché du trafic de stupéfiants. L'occasion aussi de parler de leur quotidien, de leurs espoirs, de leur travail, l'occasion d'aborder frontalement la réalité économique des cités. En bas de leur immeuble, dans leur voiture ou ailleurs, ils se sont livrés un soir d'hiver. Je les en remercie. C'est parti. Bonjour. T'entends bien ma voix là ? Putain, elle se reconnaît ma voix pour la vérité. Allez, vas-y, dis-moi. Ahmed, 25 ans, je l'ai interrogé dans sa voiture, sur le parking d'une cité de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Alors lui va d'abord nous confier son rapport intime au trafic de stupes, mais à ses côtés, on va aussi comprendre pourquoi le deal persiste, aux 4 coins de la France, dans les milliers de quartiers dits défavorisés. Voilà, je m'appelle Ahmed, j'ai 25 ans, je suis versatile. C'est-à-dire, j'ai pas de métier, je suis partout. Je m'adapte à la situation. C'est compliqué, c'est comme ça. C'est usant. On va chercher où est-ce qu'il faut aller chercher, c'est tout. On va pas épiloguer, on sait très bien de quoi on parle, on sait. Il faut y aller. Ça me fait chier parce que quand tu prends de l'âge comme ça, tu sais que t'es récidiviste, à tout moment tu peux encore basculer. Ouais, ça me fait chier. Tu veux te mettre dans le stup, il y a les bons et les mauvais côtés. Tu vis avec ces aléas, tu t'adaptes. Les bons côtés du stup. C'est l'argent, il n'y a pas d'autre côté. C'est le nerf de la guerre, hein, c'est tout. Après, avec l'argent, le mec qui fait dans le stup, il va pallier en fait les petites carences à droite et à gauche. Hein, familiales, de tout, du quartier, voilà quoi. Les gens ils perçoivent pas ça comme ça en fait. Eux ils perçoivent les séries, Le Chapeau, Narcos, ils voient Pablo Escobar. Ouais, le mec il habite dans une hacienda avec des chevaux, une grosse baraque. Mais non, c'est pas comme ça. Moyen de survie. Et après, s'il peut se faire plaisir, il va se faire plaisir. Hein. C'est comme mettre de la mayonnaise dans une salade. Hein. Tu mets de la mayonnaise dans une salade, toi ? Moi, je mets de la mayonnaise dans une salade, ouais. C'est super bon. Parce que je me suis adapté. Un jour, j'ai ouvert mon frigo avec de la mayonnaise et de la salade. J'ai mélangé, j'ai mangé. Et puis voilà, maintenant, je me suis retrouvé à faire de la mayonnaise avec de la salade. Comme les pâtes au thon, pareil, pâtes au thon. Mais les pâtes au thon, c'est bon. C'est les taulards qui mettent les pâtes au thon. Moi, jamais dehors, j'ai mangé des pâtes au thon. J'ai mangé des pâtes au thon au placard. Jamais je vais me dire, ouais, je vais mettre du thon dans des pâtes. Mais jamais de la vie. Trop de mauvais souvenirs, ça. Donc voilà. Du coup, t'as été en prison ? Ouais. J'ai été en tôle, ouais. Première fois, j'ai fait quoi ? J'ai fait 2 piges, 3 piges. Après, la deuxième fois,
Dans notre dépôt, j'ai tapé un peu plus d'un an. Voilà, les deux pour association de malfaiteurs, tu vois, avec des attraits stupéfiants. Enfin, la première fois, non, la première fois, c'était vol avec arme, et la deuxième fois, association. Donc voilà. Le sentiment d'injustice, il est très, 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 très fort. L'injustice dans les quartiers, elle est compliquée, hein, t'as vu, je te dis la vérité. Déjà, le contrôle de police. Moi, je connais des gens, ils ne se sont jamais fait contrôler, tu vois. Toi, tu t'es déjà fait contrôler par la police? Une fois. T'as vu, une fois. C'est pas un truc de ouf, ça? Putain, merde. Ça va, tonton? Eh, laisse tomber, non. Laisse tomber. Les mauvais côtés du stup. Ah, les mauvais côtés, c'est que les dégâts, tu peux faire derrière. On se leurre pas, t'as vu, il y a des répercussions, t'as vu. On sait que derrière ce que tu vends, ça peut porter préjudice. Les histoires de justice. C'est le fait aussi que derrière ta famille, voilà, elles en prennent un coup aussi, derrière la tête, tu vois. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Autre injustice aussi. Autre injustice. Là, je viens de me rappeler d'un truc. Il y a une meuf, là, il y a pas longtemps, elle a été jugée. Elle a enfermé sa fille, je crois, dans son coffre, tu vois. Elle a pris 3 ans ou 2 ans. Et des mecs qui prennent des 7 ans, 6 ans. Parce qu'ils ramènent du shit, tu vois, du shit. Aux yeux de tous de la société. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce qu'il y a une justice valable, en fait? Elle est même pas équitable, en vrai. Tu m'as dit tout à l'heure que ton rêve, c'était de bien dormir la nuit, de plus être inquiet quelque part. Et en même temps, tu m'as dit que tu t'étais rangé. Parce qu'en fait, t'es jamais réellement à l'abri d'un sale coup, en fait. C'est ambigu. Je suis là, je regarde ce qui se passe. Demain, il y a un sale coup. Peut-être que, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, tu vas dire, mais je l'ai interrogé, lui. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, donc voilà. Parce qu'un vice, tous les jours, il te persécute, il te tourne dans la tête. Un vice, c'est comme un alcoolique, un alcoolique. Un alcoolo, il fait quoi? Demain, il arrête l'alcool, on lui donne des cachets, de substitution, etc. Mais du jour au lendemain, il suffit juste qu'il boit un jus de pomme, il se rappelle du vodka pomme qu'il buvait. Vous voyez, ça, c'est un vice. Et ben là, c'est la même chose de stup. Tôt ou tard, tu peux retourner dedans. Faut combler la fin du mois, Voilà, il y a une dépense de dernière minute à faire. Ah, il y a un petit truc qui s'ouvre à toi. Tu vois, il y a un mec qui te contacte, t'es avec lui en tôle. Et il y a ça à faire. C'est compliqué, tu vois. On peut être addict au trafic. Ouais, t'es addict au trafic, ouais. Après, t'as vu, il y a des mecs qui tiennent des terrains, ça peut être des entrepreneurs de fou, tu vois. Des entrepreneurs du 440, hein. C'est limite des startups. Des startups californiennes. Je plaisante, mais bon. Après, c'est des mecs aussi, ils font plus dans leur quartier, en termes de prévention, d'emploi et tout ça, que toutes les mesures sociales que les politiciens peuvent faire à l'Assemblée nationale. Quand ils se posent, ils disent oui, on va mettre 50 millions d'euros pour les quartiers. Mais 50 millions, on les voit même pas, bande de trimards. Tiens, je veux dire, un mec, il a un terrain, il embauche un petit, il va lui donner 110 euros tous les jours. À la fin de la semaine, ça va faire 770 euros. Il va rentrer chez lui avec. Une semaine, déjà, il aura payé le loyer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en termes de mesures sociales, il aura plus fait que tous les fous à l'Assemblée nationale qui viennent, qui disent oui, on va donner 50 millions d'euros. Arrêtez vos conneries, tu vois. C'est simple. Il y a des mecs qui sont dans le trafic. Demain, ils tournent dans une association, il manque des places pour aller à ce parc Astérix, soit à Disneyland, il faut emmener des petits. Ils vont les payer. Ils vont les payer plein pot. Ils vont les payer de leur poche. Demain, il faut envoyer des petits à la base de loisirs ou dans le sud de la France. Il y a un petit, il est en galère, ils vont payer sa place. J'ai déjà vu des gens le faire de mes yeux et moi-même, je l'ai déjà fait. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Ça sert à tout le monde, en fait. Tu vois. Ça sert à la collectivité. Tu m'as dit on est addict au trafic, on est addict à l'argent, à l'adrénaline, au pouvoir. Ouais, le pouvoir, on en a rien à foutre, en vrai. T'as vu. Après, l'adrénaline, j'aime bien l'adrénaline. Ouais, j'aime bien l'adrénaline. Et l'argent, comme j'ai dit depuis le début, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà. Pourquoi c'est si important, l'argent? Parce que Après tout. quand le petit gagne 700 euros par semaine, c'est pas que pour lui. Derrière, il y a sa mère, derrière, il y a un loyer à payer, derrière, des frères, il y a des petites sœurs, il y a tout ça. C'est dire, moi, demain, tu me fais gagner 1005 avec toutes les charges que j'ai familiales. Mais je m'en sors même pas. Tu vois, j'ai, on va dire, 1, 2, 3, 4, j'ai au moins 6, 7 personnes. Ça, à ma charge, sur mon dos. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, c'est-à-dire à 1005, ça fait combien? Ça fait 200 euros. Mais ouais, 200 euros et on paye pas le loyer. Non. Non, c'est problématique, c'est problématique. C'est pour ça, toi, que t'as commencé à dealer? Dealer, c'est... J'ai bossé, on dit. T'as vu, j'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai bossé. Voilà. T'as vu, moi, je parle pas de deal, je suis pas un dealer. C'est un taf, c'est un travail. T'as vu, les gens qui viennent, ils disent, ouais, c'est de l'argent facile. Mon cul, c'est de l'argent facile, t'as vu. Lève-toi, viens transpirer comme nous, on transpire. Et après, tu pourras te dire, ouais, c'est de l'argent facile. C'est pas de l'argent facile, ça, mon gars. Déjà, dans ce travail-là, le plus dur, c'est d'avoir acquis une suffisance, de dire stop, et de se dire, est-ce que tu vas faire ça toute ta vie, en vrai, tu vois. C'est compliqué, t'as vu. C'est dur à accepter, tu vois. Et en plus, c'est des aléas. Hein. Il y a des jours, tu vas bien bosser, et d'autres jours, tu vas rien faire du tout.
La fin du mois, les gens, ils sont en galère. Si tu vas pas faire le même chiffre en début de mois, c'est tout ça. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Mais tu peux pas, c'est impossible. Le trafic, ça sert à tout le monde. Quand t'entends que le bras droit de la PJ de Paris, il est inculpé lui aussi dans des histoires lugubres, au 36 quai des Orfèvres, la moitié des substances illicites disparaissent dans les sous-sols. Tout le monde est baigné en fait dedans dans la société, tu vois. Et à la fin, tu te dis en vrai, toi t'es un pion en fait, t'es un petit soldat comme aux échecs, tu vois, t'es la minorité visible. Ouais, ok, d'accord. On va, mais demain, vous ouvrez vos portes de n'importe quelle entreprise, donnez la chance de gagner nos vies assez aisément, vous inquiétez pas, on va travailler, tu vois. Après, pourquoi est-ce que les gens ils se droguent aussi? Et la drogue, peut-être que ça peut prendre en compte aussi, ça peut être une voie échappatoire, le mec il en a marre, il se défonce la gueule. Tu vois ce que je veux dire, il en a marre, limite c'est une loque, tu vois, il en a marre de vivre dans la précarité comme ça, tu vois. Faut se poser des questions, faut étudier, faut voir. Comment tu décrirais l'économie des cités? L'économie des cités en France, c'est un sujet tabou, ça, t'as vu? Mais en tout cas, il y a une meilleure redistribution des richesses dans l'économie des cités qu'à l'échelle de l'État. Et ouais, tout ce qui est leur bordel de cave, tout ça, t'as vu? Dans les cités, il y a certaines caisses qui servent à combler certaines familles qui sont en galère. Demain, il y a une famille, elle perd leur père ou leur mère ou un membre de leur famille, il faut aller au bled, l'enterrer. Vas-y, il faut payer peut-être 5-6 000 euros d'avion pour aller au Mali ou au Sénégal. Bah, t'inquiète pas que dans les cités, il y a une caisse noire, elle va se faire en vite fait. Les gens vont réussir à y aller. Ouais, non, c'est tranquille. Il n'y a rien, c'est la caisse. Voilà. À la base, comme je te disais tout à l'heure, t'as vu dans les quartiers, il y a des mecs qui touchent un petit peu à tout. Tu vois, après, le stupéfiant, c'est l'ultime recours des mecs qui en ont marre d'aller au vol, au charbon, monter sur des braquages, parce que le braquage, il n'y a plus rien maintenant. Ou bien aller au charbon, détourner des camions, tout ça. Tu viens, tu poses ton petit, tu fais un petit rinté, bam bam. L'argent, il rentre tous les jours, tranquille, tu vois, histoire de prendre du recul, tu vois. L'économie des cités, c'est... Faut se poser des questions, quoi. On dit que le trafic, ça permet d'éviter aussi l'explosion sociale. Bien sûr. Ou viens ici pendant le ramadan, tu vas voir les mecs qui fument du shit, comment ça se passe. Tous les jours, il y a une bagarre. Mais des grandes bagarres, des bagarres de fous. Parce que ça anesthésie le peuple, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe si on coupe le trafic? Ça part en couille. Je dis la vérité, ça part en couille, mon gars. Là, ça part en vrille totale. Pourquoi? Après, j'espère que chacun a mené sa caisse à bon train et puis essaiera de trouver une échappatoire pour ouvrir quelque chose ou un truc, quoi. Tout simplement. C'est des débats inutiles qui ont ni queue ni tête. Demain, ils veulent légaliser le shit, ils le légalisent, tu vois, ça n'empêchera pas de bosser dans la rue. Le trafic continuerait toujours et ça sera ancré, en fait, c'est comme ça. Parce que dans un coffee shop, ça va coûter plus cher, le gramme il va être plus cher, dehors, il va coûter beaucoup moins cher, tu vois. Tout simplement. Certains disent qu'on pourrait créer des licences pour les anciens dealers. Des licences comme les bars, tout ça là? Ouais, si, peut-être, je sais pas. Ça veut dire qu'il y aurait une TVA, ça veut dire qu'il y aurait des taxes? Ouais, mais moi je me verrais pas comme ça. Moi je te dis la vérité, je me verrais pas comme ça. T'as vu? Je me verrais pas demain, j'ai mon coffee shop et j'ai mes enfants, ils disent ouais, papa il a un coffee shop. Mais non, c'est pas en couille. Pourquoi? Mais non, c'est pas comme ça. Pourquoi tu te verrais pas comme ça? Ce que je le fais pas. Je le fais malgré moi en fait, tu vois, je le fais à contre-cœur. Je le fais pas parce que ouais, c'est honorifique, ouais, je suis un tu vois ce que je dirais, je bicrave, je suis un ouf, tu vois. Non, ça pue la merde ce que je fais en vrai. Mais je le fais parce que voilà, je suis dépourvu de moyens en vrai. Qu'est-ce qui te gêne le plus dans ce que tu fais? La morale. J'ai une morale, tu vois. J'ai une morale, j'ai reçu une éducation, tu vois. Et ce que je fais, je sais très bien que c'est pas bon, tu vois. Non, ma morale, elle englobe la santé des gens, elle englobe l'éducation que ma mère m'a donnée, elle englobe c'est un tout. Quand t'es jeune, t'en as rien à foutre. Quand t'es jeune, tu penses qu'au cash. En plus, les petits d'aujourd'hui, eux, ils sont dans leur tête, ils sont matrixés, États-Unis, les Amériques, c'est les States dans leur gueule, c'est le capitalisme pur et dur. Tu vois, nous, on a encore grandi dans ce petit monde de fraternité, de solidarité. Donc voilà, tu vois. Tu méprises la drogue? Ça te dégoûte quelque part? Ah, je me drogue pas, moi, bien sûr, ça me dégoûte. Moi, je me drogue pas, t'as jamais pillave, jamais bu, jamais fumé, j'ai rien fait. Méprise. T'as vu, chacun a sa drogue, en fait. Il y en a, ils sont bigorexiques. Ils font du sport tous les jours. Chacun a une substance illicite en lui. Toi, c'est quoi? Moi, ma drogue à moi peut-être l'argent, je crois. C'est l'argent. Eh ouais, c'est l'argent. Tu peux gagner jusqu'à combien? Ou t'as gagné jusqu'à combien? Faux, négatif. On répond pas à cette question. Ça peut varier. Par exemple, faut prendre minimum 2500 € par mois. Pour les risques et tout, minimum. En bénéfice net, minimum. Faut que tu prennes 2,5 balles, mon pote. Sinon, arrête.
Parce que derrière, les répercussions, elles vont être reloues si on t'attrape. Ils lésinent pas avec les dealers. Hein. Non, non, non. Mon métier rêvé que j'aurais kiffé avoir, moi, faire, je voulais faire pilote d'avion de chasse, moi. Ça s'est pas fait parce que, en vrai, je voulais pas m'engager dans l'armée française, c'est tout. T'as fait des études? Ouais, j'ai fait des études, ouais. J'étais à l'école, j'ai fait des études même supérieures. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis encore là, t'as vu? Y'a rien pour moi, en vrai. Yazid, 26 ans, je l'avais croisé l'année dernière, dans un bar-tabac de la rue de Ménilmontant à Paris. À l'époque, je travaillais sur les enjeux de la discrimination et lui, il avait accepté de répondre à quelques questions. J'avais compris alors qu'il essayait de sortir du deal, mais évidemment, c'est pas si facile. Il y a quelques semaines, je l'ai retrouvé dans le 20e arrondissement et il a accepté de prendre le temps de me parler. Il fallait un endroit calme pour tourner. On s'est retrouvés sur un chantier, en bas d'un bloc, le long des voies ferrées de la Petite Couronne. Comme Ahmed, Yazid a un regard bien tranché sur la légalisation du cannabis. Mais avec lui, on a aussi interrogé le lien des trafiquants à la police. On l'écoute. La première fois que je suis allé en prison, c'était à 21 ans, c'était en 2014. En fait, avant d'aller en prison, je me suis fait arrêter 3 fois pour stup. La première et la deuxième fois, j'ai été, vous savez, j'ai été averti, quoi, en fait. C'est vrai que des fois, la justice, ils sont sympas, hein. Ils mettent du temps à nous mettre en prison, des fois. Ils nous avertissent ou ils nous donnent... J'ai eu des tiges aussi. J'ai fait des tiges qui m'ont vraiment plu, hein. C'était au Resto du Cœur. Bon, ça, je dirais merci à la juge, quoi. Et après, ouais, j'ai repris le deal. Et puis, comme j'ai toujours travaillé, je travaille à côté, moi, toujours. C'est une sorte de joker. Avec ça, j'ai eu 10 mois de bracelet électronique que j'ai respecté pendant 6 mois. Au bout du 6e mois, bon, j'ai pété les plombs. J'ai pas respecté les horaires et tout. Il y avait le PSE de Fresnes qui m'appelait, qui me disait « Ouais, vous avez dépassé les horaires ». Et moi, un peu défoncé, je leur disais je m'en fous des horaires et tout, ça y est, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. J'étais jeune, j'étais un gamin. Et voilà, après, j'ai été convoqué une fois à la santé. Et moi, je pensais pas que j'allais tomber. En fait, ce qui est le plus drôle dans tout ça, en fait, j'ai pris le métro pour aller en prison. Boum, révoqué, 4 mois en prison. Voilà, après, ce qui est dommage, le casier judiciaire, ça a tout niqué, quoi. Qu'est-ce qui a fait que t'as repris? C'est qu'en fait, j'ai 7 frères et sœurs. Mon père, il est pas là, il vit pas chez moi. Et j'ai ma mère. Et ma mère, en ce moment, elle est très très malade. Voilà, elle touche pas assez d'argent. Du coup, on n'a pas le choix. C'est obligé. Voilà. Après, si le cannabis, c'est mort, il y a plein d'autres drogues, hein, il y a plein d'autres business. Mais après, je dirais que dans le quartier, on aura toujours nos avantages. Par exemple... les clients qui sont pratiquement les mêmes, nous on leur donne des crédits, donc voilà, ils reviennent. Après coffee shop, je pense pas parce que l'État gratte toujours dessus. Nous, il n'y a personne qui gratte sur nous. Je pense que beaucoup de gens passeront à la cocaïne. Les gens ils vont se dire quoi, il n'y a plus de shit, il y a des coffee shops et tout, putain, comment on va faire pour aider la famille? Ah ouais, je vais lui grave de la coke, sans pitié, direct. Ce serait chaud un peu. Tu le ferais toi? Ouais, en toute discrétion, comme un chacal. Moi, je suis un chacal, je suis un petit loup, je me disperse. Je fais mes affaires tout seul. Là, en ce moment, je vais voir mes clients avec pas un gilet jaune, mais un gilet orange. Je sais pas si vous l'avez vu dans mon pare-brise. Et pourquoi tu mets un gilet orange? Parce qu'avec mon camion, en ce moment, je suis à Chronopost, je fais des livraisons. En gros, quand je descends pour aller voir un client, je mets mon camion en warning, je descends avec mon gilet orange. Personne va avoir un soupçon, quoi. Bon, voilà, après, chacun fait ce qu'il fait pour s'en sortir. À la longue, c'est pas un plaisir. Au début, tu kiffes parce que tu commences à fumer, tu commences à être défoncé, tu kiffes, tu dis ah ouais, j'ai de l'argent, je suis fonce-dé. Mais après, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vois que le shit, il commence à faire effet sur ton cerveau. Et en fait, tu vas fumer juste par mécanisme. Et voilà, après, tu tombes dans un trou, dans un cercle vicieux. Et voilà, c'est dommage. Il y en a qui finissent en HP, il y en a qui sont morts. Après, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont heureux. Tu les revois, ah ouais, lui, c'est un chauffeur RATP. Chacun prend sa route. On m'a dit que c'était plus dur qu'avant, que les temps étaient durs pour les trafiquants. Ouais, c'était plus dur qu'avant parce que maintenant, il y a les caméras de surveillance. Maintenant, il y a plusieurs brigades. Il y a BST, brigade sur terrain. Il y a la BAC, il y a les civils, il y a les képis. Le sous-marin aussi. Le sous-marin. Ouais, le sous-marin. C'est un camion. En fait, derrière, il y a des vitres. Elles sont noires teintées et on peut voir personne C'est bon, en fait, à savoir que c'est eux. Dedans, ils sont cachés, ils peuvent prendre des photos, des clichés.
Et après, c'est comme ça, il nous remonte. Hein. Ouais, c'est pour les filatures. De toute façon, je le connais, c'est un Ford Transit blanc matriculé QQS 75, si vous m'écoutez. Hein. Et il y a Jean-Luc. Ah non, Jean-Luc, je vous ai pas dit, Jean-Luc, il a pris sa retraite, ça y est. Ah ouais, franchement, je suis content pour lui qu'il a pris sa retraite. Ah ouais, c'était un gros ripou, lui. Tu peux présenter Jean-Luc? Ah, Jean-Luc, c'était un civil, plus pratiquement du 20e, quartier Belleville, 140, La Banane, rue Piat, Ramponneau, tout ça, etc., Saint-Blaise. Et en fait, il avait une certaine intelligence visuelle. En fait, quand il est arrêté une fois, il retient tous les noms. Tout. Même moi, mon ex, il savait où j'habitais, où elle habitait. Franchement, je le tiens à mon chapeau parce qu'il est très intelligent, il peut se planquer partout, se faufiler dans la masse. Vous savez, c'est un petit vieux avec des lunettes, avec un haut de costume, un jean, chaussures classiques, il marche. Contrairement aux civils d'aujourd'hui, c'est des baskets Quechua, des Decathlon, alors que lui, c'est tout le contraire. Il marche, il fume sa clope, il t'observe, toi, tu n'es même pas au courant qu'il est en train de te filer, comment on dit ? Filocher, voilà. Filocher. Voilà, en tout cas, je lui tiens mon chapeau à Jean-Luc. Il était plus fort que vous? Ouais, largement. Ouais. Et franchement, il en a mis beaucoup en cage. Tu m'as dit tout à l'heure, le quartier, parfois, ça rend fou. Ouais, parce que c'est l'habitude de faire tout le temps les mêmes choses, de voir tout le temps les mêmes délires. En fait, dans le quartier, j'ai l'impression qu'on est tous réunis entre nous, et moi, avec ma famille, je sais pas. C'est pas facile de parler de ça, parce que c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est du jour au lendemain, mon frère peut aller en prison. Et comme mon frère va aller en prison, qui pourra l'assumer? Qui va lui envoyer des mandats? Ça veut dire, ça se trouve que c'est moi après. Soit on a une sortie et on sort direct, soit c'est le trou noir, soit c'est la merde. Ça t'embêterait, toi, de devoir prendre la relève de ton grand frère? Ah, mais moi, je vise plus haut. Moi, je pourrais pas. Faut sortir de tout ça. Je pourrais pas rester ici. Des fois, en fait, on a un talent de ouf, mais on le sait pas. En fait, il faut juste le découvrir. Et pour le découvrir, il faut sortir un peu du quartier, rencontrer d'autres gens. Comme vous, là, on vous parle, ça nous fait du bien, parce qu'on s'extériorise, on parle. Voilà, on sait que ça va être à la radio. Même ma mère, elle va kiffer parce qu'elle va croire que c'est un truc de fou, parce que c'est la radio. Elle va dire, ah, mon fils, il est passé à la radio, tu vois, la pauvre, alors que c'est... Comme il dit, mon halas, quoi, pourquoi ce serait pas nous? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Si on dépénalise ou si on légalise, comment ça se passe du coup pour vous? S'ils font ça, c'est se foutre un peu la gueule du monde. Et tout. S'ils légalisent, c'est nous les employés. Ce sera nous les employés. Après, faut pas juger, hein, parce que moi je deal, mais le taf que je fais là, c'est un travail, il faut être courageux pour le faire. Et je pense que la moitié de la France, je crois, le ferait pas. Mais bon, s'ils légalisent le cannabis et qu'ils ramènent de la quantité et de la qualité et tout ça, franchement, ça va niquer un peu le commerce des quartiers, quoi. Parce que le client, il va se dire quoi? Il va se dire pourquoi pas aller fumer dans le coffee shop, au chaud, en toute tranquillité et tout, que d'aller dans la cité. Voilà. Il y aura des pétages de plomb, il y en a qui seront, comme on dit, au chômage, quoi. Donc s'ils légalisent le cannabis, ça se trouve, il y a des familles qui seront à la rue. Parce qu'il y en a qui vivent que de ça. On peut plus bicrave ça. Ok, on va aller faire des trucs encore plus graves. Nous, on est là, c'est vrai, après, c'est pas bon parce qu'on abîme la santé des gens, mais c'est eux qui l'abîment déjà, mais nous, on les aide à abîmer. Mais bon, après, nous aussi, on se l'abîme avec ça. On n'est pas que vendeurs, hein. La plupart des vendeurs, ils fument. Ils veulent légaliser le cannabis parce qu'ils savent que ça fait de l'argent, ils savent qu'il y a de l'argent à prendre. Ils ont vu tous les dealers qui ont été arrêtés, tout l'oseille qu'ils ont pris, et ils se sont dit pourquoi ce serait pas nous qui le prennent. On dit que ça représente un budget d'1 milliard par an en France. Ouais, même plus des fois. Il y a des grossistes qui rigolent pas, il y a des grossistes. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il y aura moins de gens en prison, il y aura moins de dérangements dans les cités, dans les halls, dans les quartiers. Mais voilà, après, je pense que ça changera pas grand-chose. Il y aura toujours du business à faire. Voilà, c'est pas en légalisant le cannabis qu'il y aura moins de dealers. Il y a pas mal de politiques qui disent que ça permettrait de lutter contre l'insécurité, alors avec 1000 guillemets l'insécurité, hein, contre l'insécurité dans les quartiers. Par rapport au point de vente et tout, ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, ça c'est vrai aussi, mais bon. Après, si c'est pas le shit, c'est autre chose, comme je vous ai dit. Mais bon, après, je pense que c'est une excuse, ça, pour...
Ils veulent prendre les gens par les sentiments. Genre, lui, il s'est fait tuer à la calage parce qu'il y avait un point de deal et tout. C'est pour faire peur aux gens. En fait, ils veulent juste gratter. Ils s'en foutent de tout ça. Je te jure, ils s'en foutent. Affaire à suivre. La suite au prochain rendez-vous. Beaucoup de trucs, je te jure, il y a beaucoup de trucs à raconter, beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs. Je vous envoie un petit truc là, tout ça. J'ai grandi à la banane, mon quartier c'est la bamban, une clope, une feuille, wesh babou, on est tous tombés dans le trou. À l'école je foutais le trouble, de l'oseille je voyais en double. J'ai grandi avec des loups, depuis tout petit on se serre les coudes. Des coups on en a eu, j'ai grandi avec la rue. La poste moi je l'ai connue, avec mes gars je suis pas cocu. À la banane je les ai connus, mon mental ouais c'est forgé. Certaines soirées au quartier valent mieux que tout est cabaret. Allez. Commission, tout le quartier s'est fait péter. Allez. Gros poisson, moi je te repêche avec l'hameçon à l'âne. Une basse c'est que du arche, je te baisse ta mère même s'il est tard. Moi c'est un max de la banane, un vrai désert, je baisse pas ma garde gros. Mr Cooper a 25 ans. Il a des joues et des lunettes rondes et je l'ai croisé un vendredi en fin d'après-midi. Il était en bas de chez lui, au 156, une cité de la Porte d'Aubervilliers à Paris. Que se passe-t-il concrètement si on coupe le trafic dans les quartiers ? Mr Cooper, dealer à 16 heures, a à peu près réponse à tout. Quand je t'ai croisé, tout de suite tu m'as dit « bah non, il faut pas légaliser ». Ouais, faut pas légaliser. L'argument principal, c'était que, au final, ça allait perturber, on va dire, l'économie des quartiers. C'est quoi l'économie des quartiers ? Bah, c'est la vente de stupes, on va dire. Tout ce qui est drogue douce, la shit ou la beuh. Personnellement, c'est pas une bonne chose de la légaliser parce qu'on va dire ça va perturber un peu notre trafic. Voilà ce que je pense. Il faut pas le perturber, ce trafic ? Ouais, non, en vrai. Parce que, on va dire, ce trafic-là, il engraine d'autres gens à sortir du système scolaire pour vendre. Ça, c'est mal de ce point de vue-là, mais d'un autre point de vue, en gros, si tu veux, ce trafic-là, il permet de faire plein de choses, tu vois. Il va te permettre de faire sortir les petits frères, ou quand il y a, par exemple, un décès, de mettre une caisse commune. Enfin, tout le monde peut mettre sa pièce. Ou bien que, par exemple, il y a beaucoup de familles en difficulté ici, qui n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi finir le mois. Les parents sont pas forcément, ils n'ont pas forcément été à l'école, sont illettrés. Donc il y a des caisses qui s'organisent, c'est un truc solidaire. Ce serait presque comme le fonctionnement d'une association, mais sauf que ça se fait naturellement. Et le fait de légaliser, ça enlèverait le peu d'économie qu'ont les jeunes. Parce que si tu dépénalises, c'est une chose, et si tu légalises, ça en est une autre. Partons d'abord sur la dépénalisation. Ok, pour moi, dépénaliser le truc, ce serait pas si dramatique, tu vois. La dépénalisation, ça ne change rien au trafic. Juste qu'il y aura d'autres acteurs qui vont rentrer dans la danse. Qui ? Bah, les vendeurs, par exemple, comme le mec qui avait ouvert son truc de THC, là, enfin son truc de bœuf, là, avec un peu de THC dedans. Ça cartonne, tu vois. CBD. Ouais, le CBD, il y a uniquement du CBD dedans. Enfin, il y avait un tout petit peu de THC. Tu vois, ça fait un petit boom. Mais si tu légalises, légaliser, ça veut dire laisser les portes ouvertes à des gens qui vont venir faire des produits de ouf que toi, t'as même pas. Ça va niquer le trafic. C'est-à-dire que toi, ce que tu vendais, on va dire, ta barrique que tu vendais 10 €, c'est même plus pensable de la vendre 10 €. Tu vas la vendre combien ? 2 €. Le produit, on le ramasse pas par terre, on l'achète. Hein. Tu vois, il y a plein de gens aussi qui l'oublient, ça. Ils s'achètent le produit. Pour l'acheter, tu trimes. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi, à ton avis, il y a encore autant de jeunes, autant de personnes qui sont obligées d'être dans le trafic et de dealer aujourd'hui dans certains quartiers dits défavorisés ? L'échec scolaire. L'échec scolaire, déjà, c'est le premier truc. Après, tu sais, ça remonte, je pense, un peu plus haut. Tu vois, quand les parents sont arrivés, forcément, quand tu as des parents qui savent pas lire et écrire, tu vois, c'est compliqué pour les devoirs à la maison, en vrai. Après, même, tu vas te pointer dans des écoles où les profs n'ont pas forcément envie d'être là. Ils se retrouvent cloîtrés en zone d'éducation prioritaire, ZEP. Qu'on soit mauvais à l'école ou pas, on n'a pas un accompagnement adapté. Et donc, au final, tu te retrouves dans la rue, c'est tout à fait normal. Tu veux faire quoi d'autre ? C'est ton cas, toi ? Peut-être. Non, du tout, moi je suis pas du tout en échec scolaire, du tout. Moi j'ai un bac plus 5, mais on dirait pas comme ça. Je t'en parle, mais j'ai un bac plus 5, tu vois, dans l'informatique. Après, pour moi ça s'est bien passé, mais pas. Par exemple, aucun de mes potes n'est arrivé au même niveau que moi, par exemple. Et c'est pas dû au fait qu'ils sont moins intelligents ou autres. C'est juste qu'on n'a pas eu les mêmes prédispositions, on va dire, et les mêmes aides. C'est tout. Je suis un putain de génie. Faut dire la vérité. Non, on va dire c'est de la chance, on va dire. J'étais à l'aise en mathématiques, tout ça, je comprenais assez vite et c'est tout, rien de plus. Mais par exemple, à certains moments de ma vie, j'ai dû trafiquer pour avoir des sous, pour faire des choses, pour m'acheter ne serait-ce qu'une calculette. J'ai acheté j'ai bicrave pour acheter une calculette. On se rend compte de ça ou pas ? Une CX casse. Ça coûte 200 € la calculatrice.
J'ai dealé pour l'acheter. C'est une réalité. Première S. Tu fais quoi? Faut acheter une calculatrice. J'ai mis du temps avant de l'acheter. Pareil, quand j'arrive après mon bac, quand je rentre en école d'informatique, il fallait un ordinateur. Je suis pas allé à la rentrée juste parce que j'avais pas d'ordinateur. J'ai redealé pour acheter un ordinateur. Mais voilà, on va dire que c'est la petite bourse du quartier, quoi. Parce que aussi, il y a l'information qui passe pas. Il y a des aides, il y a plein d'aides qui existent, tu vois. T'as l'impression que c'est que les autres qui en profitent. En vrai de vrai, c'est ça. Salut toi. Vas-y, ok. Par exemple, il y a des aides, parfois des aides au permis ou de l'accompagnement scolaire. Enfin, t'es même pas au courant de ce qui se passe en vrai. C'est-à-dire, en vrai, après, tu te tournes vers quoi? Vers le plus simple. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de trafic dans les cités, dans les quartiers? Plus de trafic, plus de soutien, plus d'argent, soucis multipliés par 10, donc tu vas faire des conneries x 10. Va falloir que tu trouves une nouvelle solution, une nouvelle source d'argent. Bah, tu vas dealer autre chose, quelque chose qui se vend bien, quelque chose de plus addictif. Une drogue dure. De la coke ou de l'héros, je sais pas moi, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais tout le monde a commencé par le bédo, en vrai de vrai. Et là, aujourd'hui, ça se multiplie, il y a de plus en plus de monde qui en vend. Même ceux que tu t'y attends le moins, tout le monde en vend. Si t'enlèves ça, tu sais, on dirait un peu comme la CAF des quartiers, tu vois. Un peu comme une CAF, un peu. Une CAF, Ouais. caisse d'allocation familiale. Une caisse d'allocation familiale des quartiers, une CAF Q. Franchement, si tu légalises ça, tu fais une montée de tout. Tout va augmenter. Mais il n'y a rien qui est fait au niveau social, tu vois, derrière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Franchement, pour ma part, si tu décides de légaliser le cannabis, il faudrait qu'on commence à prendre en compte peut-être une aide en plus ou quelque chose en plus pour les quartiers, ou je sais pas. En même temps, tu me dis qu'il y a des aides, mais que vous n'êtes pas au courant. Il y a des aides, on n'est pas au courant, parce que ça, après, en vrai, c'est flou. Il y a des gens, tu sais que tu es dans un quartier, il y a des gens, ils comprennent pas. Ils savent même pas lire. Si tu veux leur faire passer un message, il y a plusieurs manières de leur faire passer un message. Tout le monde regarde la télé, je sais pas moi. Tu m'envoies tes papiers toute l'année, ça sert à rien, on comprend rien, tu vois. Tu lis, tu dois décrypter. Tu passes ta vie à décrypter, c'est pas la peine. Tu m'as dit que tout le monde deal aujourd'hui. Tout le monde deal. Tout le monde deal. Et ça commence beaucoup plus jeune. Tu seras affolé de savoir. 12 ans, ça deal déjà, c'est normal. De donner 50 grammes à un petit, tiens, va le détailler, c'est normal. Ça se fait tout à fait. Et il n'y a rien de choquant, tu vois. Et même ça, des clients, ils le voient, ils sont choqués par ça, mais qu'est-ce que tu veux? La misère, ça continue, ça s'accumule, ça s'aggrave même. Avant, c'était plus fluide, parce qu'on va dire même les grands des quartiers, on va dire, tu vois, il y avait beaucoup de, on va dire, un genre de prévention, tu vois. C'était quand même prévenu du truc, tu vois. Mais là, aujourd'hui, c'est même pas une question de prévention, quoi. Il n'y a pas d'argent. Que ce soit même dans le trafic, il y a moins d'argent qu'avant. Parce qu'il y a plus de monde. Et même la qualité, elle a changé. Là, on est dans le 19e, là, on est sur une rue. Tu vas juste derrière, tu vas trouver la même chose qu'ici. Ou bien tu vas juste au bout, là, dans toutes les directions. C'est quadrillé, pareil. C'est la nécessité, les gens, ils disent pas pour le style, hein. Tu vois. Il y en a même qui taffent et qui dealent. C'est un complément de salaire pour eux. Tu vois. Après, il y a ceux qui dealent à plein temps, ceux qui ont des fours. Mais il faut savoir que... Parce que les gens, ils disent, ouais, il a un four, il se fait tant d'argent par mois. D'accord, ok, mais il fait vivre combien de personnes aussi? Alors, petite parenthèse, un four, c'est tout simplement un point de vente. En bas d'une cité, dans la rue ou dans une cave, c'est là que les clients viennent se fournir. À chaque endroit où tu vois un four, tu sais que là-dedans, il y a au moins 30 ou 20 personnes qui mangent grâce à ça. Si tu leur enlèves ça, ils font quoi? Ils peuvent pas. Tu vois ou pas? Et on dit, oui, celui-là qui a la tête de ça, c'est qu'il est crapuleux, c'est que l'argent, ça n'a rien à voir. Le dealer est généreux. Il est généreux, bien sûr. Un dealer, c'est généreux. Ben, tu regardes bien, les dealers, on est les plus grands dépensiers. On aime l'argent parce qu'on l'a pas assez eu. Il y a pas mal de jeunes qui m'ont dit que être dans le trafic, en fait, c'est un emploi comme un autre. C'est un travail, hein. Tu laisses ta place, c'est trop tard. La concurrence est rude. La concurrence est très rude. On va dire que les dealers, c'est des grands bosseurs aussi, hein. Faut pas croire, hein. Les gens ils disent c'est de l'argent facile, viens le faire. Je veux bien voir ça, tu vois. Ça se lève tôt, il y a des risques, tu vis pas tranquille. On dit pas, mais c'est une vie de chien. En fait, c'est une fibre commerciale, travailleur. Si t'es pas tout ça à la fois, tu peux pas le faire. Et en vrai, vu le nombre de dealers qu'il y a, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la fibre, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui pourraient faire d'autres choses, tu vois, qui pourraient être bons dans plein d'autres trucs. Emmanuel Macron dénonçait au printemps dernier un embrasement des trafics dans les quartiers. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu penses de cette phrase et de sa position, lui, par rapport à tout ça?
Un embrasement, c'est vrai. Parce qu'il y a moins de sous. C'est pas... Les gens... Personne vend pour le plaisir. On sait que ça crée une dépendance chez certains, mais c'est une réalité. C'est une solution alternative et il n'y a pas d'autre solution alternative. T'as pas de travail, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'il faut légaliser pour aussi lutter contre l'insécurité? Ils ont rien compris, eux, déjà. Ils n'ont rien compris. Ils ont rien compris. En quoi, faut m'expliquer en quoi la légalisation du shit et la sécurité, ça va ensemble. Ça n'a aucun lien. C'est juste de la fierté d'homme. Ça n'a rien à voir avec des règlements de compte par rapport à la drogue. Ou comment il peut y avoir un problème? Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est quoi? Tu viens me chercher tu vas chercher 1 kilo chez moi. Je te passe 1 kilo, tu me passes pas d'argent. C'est un problème, oui, lié à la drogue. Mais c'est juste parce qu'il n'y a pas eu un paiement. Il n'a pas payé ce qu'il devait. Après, les autres problèmes, quand on entend à la télé, oui, une rixe entre bandes rivales, faut arrêter les bandes rivales. Ces 2 personnes, ils s'embrouillent en général à cause d'une meuf. Ils sont en boîte, ils s'embrouillent. Faut arrêter des histoires. Ah, c'est bon, on a trop entendu ça. Bande rivale. Faut arrêter. C'est de la fierté et de l'orgueil, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'insécurité. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de mettre en place des licences pour les anciens dealers? C'est ça, ouais. C'est ça, mais oui, ils ont raison. C'est pas une fierté de dire qu'on est dealer, même qu'on est ancien dealer. C'est en cas de légalisation. Mais on serait trop impossible à recenser. Je pense que c'est une étiquette qu'il faut pas, justement. Ça va augmenter la stigmatisation et la discrimination. Tu vois, c'est quelque chose à ne surtout pas faire. On n'en veut pas. On serait dealer légaux, ça veut dire que rien que le fait d'être ça, on se ferait doublement niquer. Déjà, on va être imposable sur des trucs qu'on n'était pas imposable. Le fournisseur chez qui on a l'habitude de prendre au prix auquel on le prend ne sera plus le même. On sera obligé de prendre chez des fournisseurs qui viennent de chez eux, à leur prix. Ça change tout. Tu pourras plus vendre comme tu vends, encore pire. La fin. C'est comme si tu doublais le nombre de personnes qui vendent aujourd'hui, ou triplais. Ça marchera pas. N'importe quoi. Merci à Olivia Muller pour ce reportage réalisé par Vincent Hiver et Alexandre Ferreira pour Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode. Buongiorno. C'est bon, on m'entend? Je vais rester comme ça là.